Parfait. C'est parti. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je vous présente pour commencer le lieu qui est donc la galerie Lavina, café-galerie, où on propose des cafés bio-équitables, notamment, mais surtout on expose des artistes qui changent donc toutes les 3 semaines. Là actuellement c'est des sculptures. On vend aussi toutes sortes de produits bio-équitables. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, François, sur la galerie? Alors, c'est un lieu relais pour le tourisme solidaire, pour la finance éthique, pour Survival, qui est une ONG d'aide aux peuples indigènes, et pour Enercop, qui fournit de l'énergie non nucléaire. Voilà, et il y a des concerts, des soirées comme ce soir. Et merci beaucoup d'être là. Donc c'est un lieu culturel et nous avons choisi ce soir de traiter les présocratiques, les penseurs présocratiques pour être plus exact, donc ceux qui sont avant Socrate, et ou les contemporains de Socrate, qui est né donc en -470. À la base c'était surtout des Aèdes, donc des poètes. Le plus connu c'est Homère. Donc Homère, tout le monde connaît l'Odyssée et l'Iliade, qui ont fondé la civilisation occidentale, entre autres, et qui restent des marqueurs. On peut aussi mentionner Sappho, la poétesse de l'île de Lesbos, qui écrivait une poésie, une œuvre poétique importante. Il y a aussi Hérodote, donc l'inventeur de l'histoire, Historia qui signifie enquête en grec. Et on peut parler dans la pensée grecque d'un passage du mythe à la réalité, à la rationalité, pardon, excusez-moi. Et là je cite Jean-Pierre Vernant, qui est un spécialiste de la Grèce antique, qui nous dit « La pensée rationnelle a un état civil. On connaît sa naissance au VIe siècle dans les cités grecques d'Asie mineure. » Et il y a aussi des influences. Donc là, j'arrête la citation. Il y a aussi des influences assyro-babyloniennes et égyptiennes. Il émerge beaucoup de nouvelles questions sur le monde et sur l'homme. Ces questions sont posées par les philosophoi andros, autrement dit, ceux qui aspirent à la sagesse, Thalès en tête. Ce qui est intéressant, c'est que selon Jean Assmann, égyptologue, il y avait un dialogue très fort entre les Égyptiens et les Grecs. Et les Égyptiens sont un peuple très conceptuel et très bon en mathématiques et en géométrie. Je dis cela car Thalès a été initié à la géométrie pratique par les Égyptiens lors d'un voyage. Mais si les Égyptiens ont une pensée coopérative, les Grecs ont une pensée compétitive. Donc voilà pour le début de l'introduction. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Grecs ont inventé les mathématiques avec Thalès de Milet. Donc ces dates, c'est -624, -547. Mais il était aussi astronome, ingénieur, homme d'État et mathématicien. Il a été déclaré l'un des 7 sages de la Grèce en -582. Et donc c'est François qui traitera de Thalès de Milet. Donc pour lui, son principe, j'en parle très brièvement, son principe directeur du monde selon lui c'est l'eau. Et 2 exemples pour saisir le personnage. Premier exemple, c'est Aristote qui nous dit que c'est un excellent homme d'affaires car il a acheté toute la récolte de Milet et de Chios, toute la récolte d'olives, et grâce à une bonne observation du ciel, et il a obtenu une très bonne récolte, il est devenu extrêmement riche. Et Platon nous dit dans le Théétète qu'une servante Thrace l'a observé un jour alors qu'il marchait en regardant le ciel et il est tombé dans un puits. Donc voilà, c'est un personnage haut en couleur, Thalès. Mais François développera ce mathématicien, si on peut dire, avant l'heure. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu de Pierre Pellegrin, qui est traducteur d'Aristote au CNRS.
Et donc, il nous explique qu'à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, la philosophie entreprend d'expliquer le monde sans recourir aux mythes. Il y a une nouvelle ambition à la fois anthropologique et naturaliste, dans le sens où on essaie de comprendre l'homme et la nature, tout en s'attachant à chercher la vie bonne. Donc ensuite on peut mentionner Pythagore, donc, dans la continuité de Thalès, qui a beaucoup travaillé en mathématiques et qui a beaucoup appris des Égyptiens aussi. Mais ça, je vous renvoie à notre conférence précédente. Voilà. Et maintenant, je voudrais poser un peu le contexte intellectuel et conceptuel de la Grèce, très brièvement. Donc, la connaissance dans la Grèce antique et ses colonies, elle est divisée, si on peut la diviser en 3 parties. La poésis, qui signifie à la fois poésie et création artistique. Toutes deux sont de l'inspiration. La philosophie, qui recherche à la fois le logos, qui veut dire donc raison, dialogue et aussi rationalité. La philosophie recherche aussi l'aletheia, la vérité ou dévoilement. Et ils recherchent, les philosophes, enfin, l'arrêté, l'excellence ou la vertu. Et le 3e pan, donc le premier pan poésis, 2e pan philosophie, et 3e pan c'est l'histoire qui est plus basée sur l'enquête que l'expérience. Les concepts principaux, selon Pierre Hadot, donc j'ai trouvé ça dans ce livre Qu'est-ce que la philosophie antique? Donc Pierre Hadot nous a donné plusieurs concepts principaux de la philosophie antique. Premièrement, la physis, qui a plusieurs significations. Ça signifie nature, physis. C'est en ce sens qu'Héraclite était appelé physicien, celui qui observe la nature. Mais, selon Pierre Hadot, ça signifie aussi à la fois commencement, déroulement et résultat du processus par lequel une chose se constitue. Et on peut dire que la démarche intellectuelle des penseurs, des philosophes et savants de la Grèce antique, c'était vraiment des enquêtes, comme on le voit dans le fragment 35 d'Héraclite, j'y reviendrai, donc c'est moi qui traiterai Héraclite. C'est vraiment une historia dont le but, historia donc qui veut dire enquête, dont le but est la physis, la nature universelle. On recherchait l'universalité. Mais il faut savoir qu'avant la philosophie, les Grecs pratiquaient la paideia. Qu'est-ce que la paideia? Vous allez me dire. Donc la paideia, c'est l'éducation morale des jeunes en vue de l'arrêté. Donc l'arrêté, je vous ai expliqué que c'est l'excellence. Mais c'est l'excellence requise par la noblesse de sang au départ, qui deviendra chez les philosophes la vertu, une noblesse de l'âme. Et donc aussi, nous dit Pierre Hadot, enfin, les philosophes évoquaient la sagesse poétique, donc c'est dans le terme poésis, qui fut le premier travail sur la sophia, sur la sagesse. Et enfin, je mentionne rapidement les sophistes, qu'on n'aura pas le temps de traiter et qu'on traitera dans une prochaine conférence, qui sont ainsi appelés parce que leur métier était la recherche de la sophia, qui signifie pour eux, c'est un peu différent des philosophes, c'est le savoir-faire en matière politique, avec des composantes de culture scientifique dans la mesure où elle fait partie de la culture générale. Donc voici pour l'introduction. Maintenant, je vous dis brièvement les philosophes que nous allons traiter. Donc en première partie, on traitera Thalès. Donc c'est François qui s'en occupera. Ensuite, je traiterai des fragments d'Héraclite. François fera en 3e partie Anaxagore. En 4e, il fera Empédocle. En 5e partie, je parlerai de Parménide. En 6e partie, François parlera de Philolaos, qui est un disciple de Pythagore. En 7e partie, je parlerai de Démocrite. Et enfin, François conclura avec Archytas. Donc François, je te laisse la parole. Merci Lilian.
Alors, je vais brièvement parler de Thalès de Milet. Thalès, donc, il fait partie de quelle école? L'école de Milet. C'était du côté de la Turquie ou du côté de l'Italie, je ne me rappelle plus exactement. L'école de Milet, je crois que c'est plutôt du côté de l'Italie. D'accord. Voilà. Bon. Alors, on a beaucoup travaillé sur ce livre-là, on est allé vers les textes. Hein, les écoles présocratiques, édition établie par Jean-Paul Dumont, qui, bon, c'est pas la seule, peut-être que Jean-François parlera d'autre chose après. Alors, Thalès, c'est intéressant parce que c'est le premier des présocratiques. Et on dit qu'il n'avait pas de maître. Mais par contre, il avait rencontré les prêtres égyptiens. Et on verra que l'Égypte a un rôle important chez les présocratiques. On retrouve aussi ce rôle chez Platon. Dans le dialogue sur l'Atlantide, je crois que c'est le Timée ou le Critias, je confonds toujours, où c'est l'oncle de Solon, ou Solon lui-même qui est allé en Égypte, et là des prêtres égyptiens lui ont dit vous les Grecs, vous serez toujours des enfants, vous n'aurez jamais ni vraie mémoire, ni vraie tradition, sachez qu'avant cette terre, il y en avait une autre qui s'appelait Atlantide. Donc c'est important. Et de même, Flavius Joseph dit que Thalès a eu sa science, sa tradition de l'Égypte et de la Chaldée. Donc c'est pour ça que moi je m'insurge toujours contre cet occidentalocentrisme. C'est toujours la même rengaine depuis toujours. Oui, depuis très longtemps. Ils ont tout inventé, le miracle grec. Bon. À l'époque, il y avait aussi, à peu près à la même époque, il y a eu ce qu'on appelait le miracle celtique. Sauf que d'un côté, il y avait des gens qui écrivaient, de l'autre côté, des gens qui n'écrivaient pas. Et puis ensuite, c'est l'histoire qui est écrite par les vainqueurs. Hein. Donc, un des objets de ce groupe de recherche en philosophie, c'est de montrer qu'il y a toujours eu une perméabilité des traditions, que tout ne s'est pas créé ex nihilo en Grèce. Il suffit de lire les Grecs eux-mêmes. Ils parlent d'autres choses, hein, et on fera des ponts avec d'autres traditions. Pour Thalès, l'eau était le principe des éléments. Mais on peut lire aussi que Dieu est l'intellect qui façonne toute chose à partir de l'eau. Et là, on retrouve cette phrase de la Genèse, mais aussi des lois de Manu, qui est un texte hindou aux alentours du 1er siècle, enfin, en tout cas rédigé, écrit aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ, enfin, autour de l'an 0, de la chrétienne, qui dit exactement la même chose. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on a ça aussi dans la Genèse babylonienne, on a An et puis la Lapsou, qui est l'étendue des eaux, considérée un peu comme inquiétante et négative ou informe. Donc on a cet intellect qui façonne toute chose à partir de l'eau. Les prêtres coréens, alors c'est Thalès qui conseillait en particulier d'aller voir les prêtres de Memphis et de Diospolis. Alors, dans ces théories, il y avait des choses parfois un peu folkloriques qui étaient critiquées. Par exemple, Sénèque critique Thalès de dire que la terre repose sur l'eau. Il dit, mais quelle absurdité, hein. La terre ne repose pas sur l'eau. Toute chose, selon Thalès, était remplie de Dieu et d'esprit, de Dieu au pluriel et d'esprit au pluriel. Donc il y avait un intellect créateur et puis les choses qui étaient remplies d'âme. Hein. Comme disait Pythagore, tout est sensible, tout est plein d'âme. Moi, ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a donné envie qu'on parle un petit peu plus des présocratiques, c'est cette idée d'un univers sensible et en résonance plus qu'en raisonnement. Thalès. Jean-Marc au piquet. Ça résonne.
Ça résonne, ouais. C'est vrai. Il ne sonne jamais. Alors, Thalès aurait prédit une éclipse. Selon Hérodote, il avait annoncé aux Grecs, effectivement, ça se serait produit au milieu d'une bataille. Et l'âme, Thalès aurait été le premier à dire que l'âme se meut éternellement et d'elle-même. Se meut éternellement et d'elle-même. Donc il y a une ipséité, je crois qu'on dit en termes un peu savants, de l'âme, qui est là de toute l'éternité et qui n'a pas de facteur extérieur. Voilà, je vais m'arrêter là par rapport à Thalès. Alors c'est des choses assez brèves, hein, parce que la plupart comme eux-mêmes, ils ont très peu écrit, ou on a perdu, c'est beaucoup de références à travers de nombreux auteurs qu'on retrouvera cités au fur et à mesure, et qu'on trouve dans cet ouvrage-là. Donc tu continues avec Héraclite. Oui, et donc c'est assez drôle parce que donc, tu avais raison, Millet c'est bien en Turquie, et j'enchaîne avec un autre philosophe turc, plutôt si on peut dire ça. À l'époque ça s'appelait l'école... Là je vais traiter l'école d'Élé, mais c'est Héraclite d'Éphèse. Voilà, parce que les Turcs c'est des Mongols un petit peu, c'est des gens d'Asie centrale. D'accord. Voilà, qui sont arrivés bien après. Soit. Non mais c'était pour faire une boutade. Bref. Venons-en à Héraclite. Donc Héraclite d'Éphèse, il fut très bien reçu par Platon. Moins par Aristote, du fait que, selon Aristote, une philosophie digne de ce nom ne peut aller contre le principe de non-contradiction. Je vais éclaircir cette phrase obscure plus loin, mais les stoïciens le réhabilitèrent. Voilà la réception de l'œuvre du philosophe éphésien par, très brièvement par les plus grands, enfin les plus connus philosophes qui l'ont commenté. Et pour les grandes idées qu'on va développer chez Héraclite, on peut parler premièrement de mobilité universelle chez Spencer. On peut aussi évoquer un certain relativisme. Mais un relativisme qui n'est pas indéterminé, car tout est déterminé par le feu. Entendu comme élément protéiforme, c'est-à-dire qui prend plusieurs formes, qui se transforme en air, en eau et en terre. Enfin, ce qui est important chez Héraclite, c'est le logos. Le logos, pour lui, c'est la loi de l'univers. Et c'est un concept vraiment prépondérant. C'est en ce sens qu'on parle de matérialisme héraclitéen. Nous verrons d'autre part qu'il y a une éthique chez Héraclite qui est en accord avec la nature, avec la physis donc. Et donc les fragments sont divisés en trois grandes parties. Première grande partie, le monde, entendu comme mobilisme universel et théorie de la contrariété ou des contradictions. Deuxièmement, la nature des choses, la transformation des éléments. Et enfin, troisièmement, la connaissance à l'écoute du logos. Donc, sur le monde, je vais vous citer quelques fragments. Donc, et certains où j'ai adapté un peu à ma manière. Donc, le fragment 9, Héraclite nous dit que pour Dieu, toutes les choses sont justes et bonnes. Pour les hommes, certaines sont justes, d'autres injustes. Donc ça, il prend ça comme exemple pour légitimer par exemple une guerre. J'y reviendrai plus loin. Au fragment 10, alors celle-là elle est un peu étrange. Le nom de l'arc, donc un arc en grec ça dit bios et vie. Bios ça veut dire la vie, mais son œuvre est la mort. Donc il essaye, c'est très poétique Héraclite, il y a beaucoup d'oxymores, et donc c'est pour ça qu'on l'a surnommé Héraclite l'Obscur. Ensuite, au fragment 12, ça c'est Aristote qui le cite en disant que Héraclite aurait déclaré que toutes choses sont en mouvement. Donc c'est grâce à Aristote qui finalement voulant le critiquer, on a une trace de la philosophie d'Héraclite. Et on retrouve ici le mobilisme universel héraclitéen. Ensuite, dans le monde, dans la première partie sur le monde, je voulais parler de l'impermanence des choses. Donc il y a plusieurs fragments, ceux de Diogène Laërce,
de Platon, etc., qui reprennent la célèbre citation d'Héraclite sur l'impermanence des choses. Tu ne saurais entrer 2 fois dans le même fleuve, ou encore, tout se passe et rien ne demeure. Donc on trouve ça notamment au fragment 15. Et il est à noter que cette idée d'impermanence des choses, à travers l'exemple du fleuve, est bien reçue par les stoïciens, comme l'atteste le fragment 19 avec Sénèque. La deuxième idée importante chez Héraclite, c'est le devenir héraclitéen. Brièvement, on peut dire qu'Aristote critique les oxymores poétiques d'Héraclite, avec son principe de non-contradiction des fragments 31 à 37, mais il nous délivre le concept du devenir chez Héraclite au fragment 26, ce qui est passionnant pour la pensée. Revenons un instant aux soi-disant contradictions d'Héraclite. Elles sont justifiées involontairement par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, où Aristote nous dit, citant et parlant d'Héraclite, « La contrariété est avantageuse, la plus belle harmonie naît des différences, et toutes choses naissent de la discorde. » Et enfin, dans la première partie, Héraclite légitime la guerre au fragment 41 et l'esclavage au fragment 42. Mais c'était un peu... comment dire, à l'époque, l'esclavage, c'était quelque chose de naturel pour les Grecs. Deuxième partie, la nature des choses. Donc le feu, c'est un élément principiel, donc c'est le premier principe. Aristote nous dit qu'Héraclite a choisi le feu comme élément primordial. Au fragment 48, ensuite, Cels, qui est chrétien, donc assimile le feu éternel à Dieu, alors que dans la cosmologie héraclitéenne, il est plus assimilé au soleil, comme le prouve le fragment 52. Et ensuite, au fragment 50, il nous dit qu'il y a toujours un moment où les choses deviennent feu. Et enfin, au fragment 54 et 55, le soleil est un astre prépondérant dans la philosophie de l'Éphésien, mais selon lui, il aurait une forme de bol. Comme beaucoup de planètes qui auraient une forme de bol, c'est la cosmologie héraclitéenne. C'est pour ça qu'on a des pôles tibétains ici. Voilà, tout à fait. D'où la musique des sphères. Et donc ça tombe bien parce que j'en viens à la deuxième partie qui est cosmologie, deuxième sous-partie de la deuxième partie qui est cosmologie et divinité. Donc pour lui, l'univers est limité. Il n'existe qu'un seul monde. Il serait né du feu. Et il s'embrase à nouveau par période éternellement. Car pour Héraclite, je vous le rappelle, le monde est changement. Le monde est un mouvement perpétuel. Ensuite, il nous parle du savoir. Donc là, selon lui, le savoir consiste en une seule chose. Qui ne souhaite pas et souhaite être appelé du nom de Zeus. Il était vraiment obscur. Mais la loi, pour Héraclite, la loi consiste à obéir à une unique décision. Enfin, alors ça c'est très intéressant parce qu'on peut faire une passerelle avec Nietzsche. Donc pour Héraclite, tout se produit conformément au destin. Donc cette idée intéressante du destin, Nietzsche l'a repris avec la notion de fatum, qui veut dire destin en latin, et avec le concept d'amor fati, que l'on peut traduire par amour du destin, il faut aimer le destin, autrement dit, le destin, en quelque sorte, est une nécessité. Et donc, enfin, j'arrive à la troisième partie sur la connaissance à l'écoute du logos. Donc pour Héraclite, il y a deux modes d'appréhension du monde. La sensation qui est peu fiable selon lui, et enfin la raison, le logos, qui nous permettrait de connaître, de savoir, pas la totalité des choses, mais en tout cas d'apprendre. Ensuite, il nous dit au fragment 80-82 que par le logos, on arrive à la maîtrise de soi et à la connaissance de soi. Au fragment 84, on trouve une des premières fois dans la philosophie, enfin, une des premières fois dans l'histoire de la pensée, je veux dire, où on a le mot philosophie,
ou philosophes, c'est les hommes philosophes doivent surtout être de bons enquêteurs en beaucoup de choses. Donc là, on retombe sur ce que je vous avais dit sur l'historia, l'enquête, et on retrouve bien cette idée d'exploration de la nature. Alors il y a une autre idée qui est passionnante dans le fragment 85, c'est l'érudition n'enseigne pas l'intelligence. Donc il cite en exemple Hésiode, donc Hésiode qui a traité de théologie, ça, théogonie. La théogonie, ouais, les différents âges de l'humanité, âge d'or, âge de fer, âge de bronze, âge de... Voilà. Âge d'argent. Ouais. Et donc il cite aussi Pythagore qui ont découvert des choses sans avoir l'érudition, mais juste avec leur intuition et leur intelligence. Ensuite, il dit que le savoir ne consiste qu'en une chose, reconnaître qu'une pensée gouverne toute chose à travers tout. Donc on peut constater qu'il ne laisse pas de place aux multiples. Et on pourra peut-être en débattre lors de la discussion. Et donc je conclurai en 2 points sur l'âme et la conduite de l'existence. Donc la connaissance que possède l'âme, elle est profonde chez Héraclite, et cette connaissance s'accroît elle-même. Il nous dit que le sage doit tendre à l'âme sèche, alors que les mots de l'âme viennent de son humidité. Et on voit notamment avec le fragment 104, avec l'exemple de l'homme ivre qui titube selon lui, parce que son âme est trop humide. Son principe étant le feu, le savant doit avoir l'âme sèche, et tout se tient pour Héraclite par le feu, et donc c'est vraiment ce qui est principal dans toute sa philosophie, tant en astronomie que dans la conduite de l'existence aussi. Et enfin, il distingue à la fin des fragments la sensation et la raison, encore une fois, en caractérisant la dernière comme un critère de connaissance. Il dit que c'est ce qui juge du vrai. Et donc, brièvement, sur la conduite de l'existence, alors Héraclite critique la démesure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une tension chez lui entre l'universel et le particulier, et c'est un thème qui sera récurrent dans toute l'histoire de la philosophie, notamment je pense chez des penseurs comme peut-être Hegel, peut-être je me trompe, on pourra en débattre. Et Héraclite se méfie des rhéteurs, ceux qui mentent et éblouissent par les discours l'homme stupide. Et enfin, donc on peut parler de misanthropie et un certain goût aristocratique chez Héraclite, dans le sens où selon lui, la multitude, la foule ne possède pas le logos. Donc voilà, j'étais peut-être un peu long sur Héraclite. Alors, je vais me permettre de noter aussi quelque chose qui m'avait frappé. Oui, chez Héraclite. Dis-moi. Voilà, j'ai pris quelques notes. Il disait que célébrer des sacrifices pour se purifier, ça équivalait à se mettre de la boue sur le corps pour se nettoyer de la boue. Donc il n'accordait pas de valeur au sacrifice purificateur. En fait. Et pour lui, ça faisait que perpétuer la souillure. Il dit comme ça dans un fragment, en parlant des hommes, ils ne savent ni écouter ni parler. Et ils disent que les hommes se soumettent à leur destin et qu'après eux, ils soumettent leurs enfants eux-mêmes au destin. Donc il y a une révolte contre cette façon, quand les gens ne se soumettent à l'ordre des choses et de transmettre cette soumission à leurs enfants. Le monde, personne ne l'a fait, sinon le feu s'allumant et s'éteignant lui-même avec mesure. Ça fait un peu penser au Big Bang, Big Crunch, hein, aux créations et destructions cycliques de l'univers, aussi les jours et les nuits de Brahma, dans la pensée indienne. Il disait qu'il fallait obéir à l'un et
qu'obéir à l'un, c'était connaître l'un. Donc il y a cette idée de l'unité qui est si importante malgré le dualisme.